Bonsoir, bienvenue à tous et tous et toutes pour cette nouvelle émission d'éthique en question, mise en place par le Centre d'action laïque de la province du Luxembourg, en partenariat avec le service laïque d'aide aux personnes de la province du Luxembourg. Voilà, le Centre d'action laïque propose des cérémonies de mariage, de parrainage et de funérailles. Et l'émission de ce soir vous propose d'aborder ce thème des cérémonies de funérailles laïques et non confessionnelles. Quelle est l'origine de ces cérémonies? Comment concrètement se déroule une cérémonie? Comment se passe la rencontre avec les familles? Comment s'est-on adapté à cette période particulière où les cérémonies étaient limitées à un nombre de personnes? Nous allons tenter ce soir de répondre à toutes ces questions. Et pour cela, je vous propose d'accueillir avec moi Micheline Satinet. Vous êtes présidente du SLP Luxembourg et vice-présidente du CAL Luxembourg. J'ai aussi à mes côtés Jean-Claude Humbert. Voilà, vous êtes conseiller moral laïque. Et nous avons également avec nous Isabelle Renson. Vous êtes coordinatrice au CAL Luxembourg et vous êtes responsable de l'assistance morale et des cérémonies. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet ce soir, je voulais vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions dans le live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Elles me seront transmises en fin d'émission et on essaiera d'y répondre au mieux. Et je rappelle également que cette émission est enregistrée, donc vous pourrez la regarder, la re-regarder à votre convenance par la suite. Ouais. Voilà, nous allons commencer avec la première intervention. Micheline, nous allons faire un petit retour sur l'histoire. Voilà, puisque la possibilité qui est aujourd'hui offerte à tous et toutes d'avoir recours à une cérémonie de funérailles non confessionnelle, ça a été le fruit d'un long processus, j'allais amener de plusieurs combats. Pouvez-vous nous parler de ces combats? Oui, il faut se dire que la question des funérailles est une question qui remonte à la constitution de la Belgique. En effet, la constitution belge sépare l'Église et l'État dès 1830, donc dès la constitution de notre royaume. Mais cette séparation Église-État, l'Église catholique conserve d'énormes privilèges, notamment en ce qui nous concerne la propriété et la gestion des cimetières, ainsi que de tout le matériel nécessaire aux funérailles. Pour l'Église catholique, le cimetière est un lieu consacré où seules les personnes ayant été baptisées et ayant reçu les derniers sacrements pouvaient être inhumées. Pour les autres, il y avait un coin dans le cimetière qu'on appelait le coin des damnés ou plutôt le trou aux chiens. Dès le milieu du XIXe siècle, des associations de libres penseurs s'organisent et veulent organiser des funérailles civiles. Mais ces cortèges sont chahutés, soumis à de nombreux quolibets, et la presse raconte tout ce qui se passe durant ces funérailles difficilement acceptées par la population. Et après de très nombreuses propositions de loi, finalement, un arrêt de la Cour de cassation permet en 1879 d'organiser des funérailles civiles, mais l'Église ne l'entend pas de cette manière et c'est seulement 30 ans plus tard, donc en 1917, qu'elle va admettre l'existence de non-croyants dans les cimetières et ceux-ci pourront être inhumés côte à côte avec les croyants. Durant toute cette période, l'Église doit quelquefois rappeler aux
prêtres l'existence du droit canonique. Et c'est seulement en 1971 que les cimetières vont devenir des lieux publics et appartenir aux communes qui vont les gérer. Et en 2002, la gestion le problème des cimetières sera celui de la région wallonne, qui a la compétence, l'État fédéral ayant cédé ses compétences aux régions. Donc, tout va bien pour le moment. Ok. Pour l'Église catholique, donc l'inhumation, c'est-à-dire la mise en terre du corps, est et reste la norme. Et là aussi, il a fallu batailler pour que les gens puissent avoir recours à la crémation. Oui, c'est un combat aussi long que celui pour des funérailles laïques. En France, vers 1880, la crémation est admise. C'est ainsi que les associations de libres penseurs vont essayer d'obtenir une loi semblable. Ils vont batailler dur parce que pour l'Église catholique, pour qu'il y ait résurrection, il fallait que le corps soit entier. Donc, c'est en 1917, probablement parce que la guerre avait amené de nombreux morts, c'est en 1906 qu'une association pour la crémation est créée en Belgique et que c'est seulement en 1931 qu'une loi est finalement votée et qui permet la crémation. 2 ans plus tard, le premier crématorium, le crématorium d'Uccle, est mis sur pied et il y a immédiatement une première crémation, une habitante de Seraing pour la petite histoire. L'Église va aussi tarder à reconnaître la crémation et c'est en 1963 que le code canonique permet la crémation, mais recommande l'incinération. Et le mois dernier, le pape François a encore rappelé qu'il était préférable pour les chrétiens d'inhumer les corps plutôt que de les incinérer. Maintenant, la crémation est bien établie en Belgique puisqu'on estime qu'à peu près 55% de la population est incinérée. Mais l'Église, même si elle admet du bout des lèvres la crémation, dit que les cendres doivent être conservées dans un lieu consacré, par exemple un columbarium, et n'approuve pas le fait que les cendres puissent être dispersées ou conservées au coin d'une cheminée, craignant le retour d'un rite païen. Et ces dernières années aussi, le local Luxembourg a œuvré à la mise à disposition de salles gratuites afin d'y organiser des cérémonies. Pour cela, vous avez été trouver les 44 élus, enfin des 44 provinces. Comment avez-vous été reçus? Ces salles vous ont-elles été octroyées? Oui, eh bien, auxquels ont remarqué que si les croyants avaient droit à l'église, donc un lieu couvert où on était à l'abri de pluie, vent, soleil, pour les non-croyants, il n'en était pas de même. Et souvent, le dernier adieu se faisait sur un trottoir ou au milieu d'autres tombes au cimetière. Donc, en 2013, le CAL a décidé d'interpeller les bourgmestres et les échevins des cultes afin d'obtenir une salle gratuite et ainsi d'établir l'égalité entre tous les citoyens,
parce que nous, citoyens d'une commune, nous payons, que l'on soit croyant ou non croyant, les mêmes impôts. Or, euh, faire une cérémonie dans un funérarium ou un crématorium, ça coûte, alors que l'église est gratuite lorsqu'on ne paye que le desservant, mais pas le lieu. C'est pour cela que le CAL a réclamé la mise à disposition d'une salle gratuite. Au départ, il y a eu une petite trentaine de communes qui ont accepté, et c'est pourquoi, lors des élections communales suivantes, le CAL est revenu à la charge. Elle est de nouveau intervenue auprès des bourgmestres et chefins des cultes, dans la presse également, et à l'heure actuelle, pratiquement 37-38 communes sur les 44 mettent à disposition une salle gratuite. Mais il faut dire que, comme de plus en plus de personnes vont soit au funérarium, soit au crématorium, certains funérariums ont établi des salles multicultes, et dans le crématorium, il y a une salle aussi. Euh, donc, les salles gratuites ne sont pas nécessairement recommandées, mais c'est une question d'égalité parce que tout le monde n'a pas les finances pour se permettre de louer funérarium ou crématorium. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez d'autres questions à poser à Micheline par rapport à cet historique, n'hésitez pas à le poser dans le live ici en direct. Voilà, après ces différents combats, donc toute personne, toute famille en tout cas désireuse d'offrir à son défunt une cérémonie laïque ou non confessionnelle en accord avec ses valeurs, donc a donc la possibilité de faire appel au Centre d'action laïque de la province du Luxembourg. Voilà, Isabelle, vous coordonnez ce service au sein du CAL. Comment concrètement les familles doivent-elles procéder pour faire appel à ce service? Voilà, bonsoir. Donc, les familles, en fait, peuvent trouver déjà notre numéro donc, au niveau du centre d'action laïque, le 061 22 50 60, qui est situé à Libramont, mais qui reprend toutes les demandes de cérémonie de funérailles sur la province du Luxembourg. Et nous avons aussi un numéro de garde parce qu'en dehors des heures, il y a possibilité de faire le 061 32 54 10 pendant la semaine, donc de 17 à 20 heures et le samedi. Donc, je dirais que c'est plutôt les familles. Il y a certains moments où les familles nous contactent directement parce qu'ils connaissent déjà le CAL, où ils ont déjà eu une cérémonie de funérailles ou une cérémonie laïque en général. Ou alors, c'est les pompes funèbres avec lesquels on a une étroite collaboration. Où voilà, soit les pompes funèbres sont seules, soit elles sont déjà directement avec la famille devant elles. Et donc, elles nous contactent. Donc, dans un premier temps, on écoute la demande, on prend tous les renseignements qu'il faut pour avoir toutes les informations pour pouvoir communiquer à la personne qui va prendre en charge. Et puis, je contacte en fait soit un volontaire, nous avons quelques volontaires et des délégués qui font les cérémonies de funérailles. Et cette prise en charge est prise directement voilà, par un délégué ou un volontaire. On essaye que ce soit dans les 2 heures après l'appel de la famille ou du volontaire, mais selon le moment que ça se fait, si c'est un samedi ou un dimanche, parce que ça peut arriver aussi, les pompes funèbres travaillent le dimanche aussi. Voilà, ça dépend aussi de la situation. On essaye en tout cas de ne pas contacter la famille le jour où le défunt est décédé, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, donc on essaye de respecter les familles dans leur début du deuil. Et ensuite, c'est pris en charge par un volontaire ou un délégué. Voilà. Merci. Voilà, Jean-Claude, vous êtes l'un justement de ces volontaires. Donc régulièrement, vous accompagnez les familles dans l'organisation de cérémonies de funérailles. Comme Isabelle vient de le dire, elle fait appel donc à vous, un délégué. Concrètement, comment cela se passe-t-il une fois qu'elle vous contacte? Merci Héloïse et bonjour à tous.
un petit ou deux petits préalables peut-être avant d'entamer mon intervention, c'est qu'au cours de celle-ci, j'utiliserai le je, alors que j'aurais pu utiliser première personne du singulier, alors que j'aurais pu utiliser le nous, première personne du pluriel, par respect pour mon ami Jean-Paul Schumacher, avec qui j'ai célébré de nombreuses cérémonies de funérailles. Et deuxième préalable, dire que chaque cérémonie est unique et chaque cérémonie est personnelle. Il est bien évident que quand je reçois la fiche de renseignement d'Isabelle, comme elle vient de le préciser, cette fiche est souvent incomplète, tout simplement parce que la famille est dans l'émotion, qu'elle ne sait pas quels sont les renseignements qu'il faut communiquer. Et donc, je vérifie en fonction des renseignements qui sont indiqués, tout d'abord mon agenda pour pouvoir répondre à Isabelle, parce que non seulement il y a le jour de la célébration, mais il y a aussi également la préparation de la cérémonie qui demande un certain délai. Et à partir du moment où mon agenda est libéré, j'accepte la cérémonie ou je la refuse. Mais voilà comment je pratique. Si j'accepte la cérémonie, Isabelle m'envoie automatiquement la fiche de renseignement. Voilà. OK. Donc une fois que vous avez les coordonnées de la famille, que vous acceptez la cérémonie, comment est-ce que vous les contactez et comment se passe ce premier contact? Bien. Eh bien, la première chose que je regarde quand je reçois la fiche de renseignement, c'est l'âge de la personne décédée. Il est bien évident que quand je m'adresse à la famille, à qui je vais téléphoner une première fois, bien, il y a l'émotion, il y a la douleur dans laquelle se retrouve cette famille. Et il est bien évident que je ne vais pas m'adresser de la même manière à une famille qui vient de perdre une personne âgée de 97 ans qui était en fin de vie, ou si je m'adresse à une famille qui vient de perdre un être cher, un garçon ou une fille de 20 ans qui est décédé, soit d'une maladie, soit d'un accident de travail, ou parfois d'un suicide. À titre d'exemple, je voudrais citer ce que j'ai vécu avec Jean-Paul à un certain moment, c'est que nous sommes arrivés un jour dans une famille que pour pouvoir préparer une cérémonie de funérailles, c'était un jeune garçon d'une quinzaine d'années, et ce que nous ne savions pas, c'est que c'était un suicide. Et pendant 1 heure, nous avons eu du mal de pouvoir parler avec la famille, tout simplement parce qu'elle était dans l'émotion et dans la douleur la plus totale. Alors, ce qu'il faut aussi regarder, c'est la date du décès par rapport au moment où je reçois la fiche de renseignement. Isabelle l'a dit, je ne prends pas contact immédiatement si le décès a lieu le matin. Je ne vais pas téléphoner à la famille fin de matinée. Je laisse passer un certain temps. Mais je dois aussi vérifier la date de la cérémonie de funérailles, tout simplement parce que les délais sont parfois très courts. Et je vérifie également le lieu où se déroulera la cérémonie, c'est-à-dire dans un cimetière, dans une salle polyculte ou dans une salle publique mise à disposition par une administration communale. Et en fonction de cela, je me prépare déjà mentalement, chercher le matériel, etc. Si les renseignements sont incomplets et insuffisants à mon gré, eh bien, je recherche éventuellement l'avis nécrologique ou l'annonce nécrologique sur Enaos, ou je prends contact avec le service des pompes funèbres. En fonction de ces critères que je viens d'énumérer, je choisis le moment le plus opportun pour contacter la famille. Donc, on l'a dit, je laisse passer un certain temps pour laisser évacuer les douleurs perçues par la famille. Et même si je sais qu'il y a des préoccupations pour toute la famille, je me dois de les rassurer le plus rapidement possible par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils ont téléphoné au centre d'action laïque, donc je dois leur dire que je prends en communication cette cérémonie en compte, et je vais alors à ce moment-là leur téléphoner. Le coup de téléphone, c'est une présentation. Je vais leur présenter mes condoléances, beaucoup de respect envers la famille,
Et la première communication a pour but de fixer un rendez-vous que pour pouvoir, avec cette famille, préparer et organiser la cérémonie de funérailles. Ce rendez-vous peut avoir lieu dans la salle des services des pompes funèbres, du funérarium, dans la maison du défunt, parfois ça arrive, chez un membre de la famille ou exceptionnellement à mon domicile. Deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'un maximum de personnes de la famille, bien sûr pas les neveux ou au 3e ou au 5e degré, mais les parents proches puissent être présents à ce premier rendez-vous, tout simplement parce que je considère que tout quiconque a son mot à dire dans la famille pour la préparation des funérailles doit pouvoir être présent. J'ai vécu une expérience où on remettait en cause ce qui avait été décidé par certains membres de la famille et d'autres qui n'étaient pas présents. C'est assez ennuyeux quand on conteste ce qui a été fait par d'autres. Et en fonction de ces renseignements, je confirme le lieu de rendez-vous ou il me confirme le lieu de rendez-vous et nous nous voyons que pour préparer réellement la cérémonie de funérailles. Et donc, une fois que ce rendez-vous donc est fixé et que vous allez à la rencontre de la famille, comment se passe la préparation pour le cérémonial? Comment se passe cette rencontre avec la famille? Oui. Bien, je dirais que la première chose que je fais avant le rendez-vous, c'est de relire toutes les informations en ma possession et je prépare toute ma documentation que pour me rendre à ce lieu de rendez-vous. Ce premier rendez-vous est parfois un petit peu stressant et je me dirais même souvent stressant dans la mesure où on ne sait pas comment ça va se passer. Je ne connais pas la famille si ce n'est au travers d'une communication téléphonique, mais il va y avoir d'autres membres présents et ça peut parfois être perturbant et je m'y prépare mentalement. Et quand j'arrive à ce rendez-vous, j'écoute la famille, j'écoute ce que souhaite la famille, ce qu'elle souhaite me dire, mais je la sécurise également et j'essaye de lui donner confiance. J'explique ce qu'est une cérémonie laïque, mais j'explique aussi ce qu'est une cérémonie non confessionnelle. Donc, et je demande à la famille quels sont leurs souhaits. Voulez-vous une cérémonie laïque ou voulez-vous une cérémonie non confessionnelle? Et en fonction de cela, c'est elle qui décide, mais aussi je demande s'il y a des desiderata qui ont été exprimés par la personne décédée. Avant d'entamer la présentation de la trame du cérémonial que nous avons, je reprécise, pour que tout le monde soit sur une même longueur d'onde, toutes les modalités pratiques de l'organisation de la cérémonie, savoir si nous avons un délai, un temps de cérémonie qui serait éventuellement imposé, comme c'est souvent le cas dans le cadre d'une crémation qui a lieu après la cérémonie. Les pompes funèbres ont des délais aussi à respecter. Et je reprécise à ce rendez-vous si la cérémonie a lieu au cimetière, dans une salle polyculte ou dans une salle communale. Je communique la seule... oui, ce que je dois dire également, c'est que la seule exigence que nous avons au départ de la part du Centre d'action laïque, c'est que nous souhaitons préciser dans une phrase qui est dans le cérémonial, c'est la seule exigence que nous avons, c'est que faire comprendre que cette cérémonie a été préparée et organisée par la famille avec le soutien du Centre d'action laïque de la province de Luxembourg. Je pense que c'est une chose importante que nous devons faire comprendre et faire admettre à la famille. Ensuite, je présente la trame de la cérémonie, les musiques que l'on met avant, pendant et après, dans la présentation des condoléances, demander s'il y aura des interventions de la famille, s'il y aura des interventions de personnes sympathisantes
avec la famille ou avec le défunt. Je présente le répertoire des textes laïques ou non confessionnels à notre disposition. Je précise également que le suivi de la cérémonie, il y aura une partie réservée au recueillement, une partie pour les remerciements et une partie également pour savoir s'il y a une réception après la cérémonie et savoir aussi si les personnes sont invitées dans l'éventualité où la cérémonie se déroule dans une salle polyculte ou autre, savoir si les personnes présentes sont invitées à l'inhumation ou à la dispersion des cendres ou à la mise en columbarium dans le cadre d'une crémation. Ensuite, je reprends tous ces points séparément et je les explique. Et la famille alors me fixe ses souhaits en incorporant les musiques, le choix qu'elles auraient fait ou le choix que la personne décédée aurait fait avant de mourir. Et je demande le moment où on doit placer ces musiques avant, après les interventions. Ça, c'est une discussion que l'on a avec les membres de la famille. Quand on a mis tout un petit peu, qu'on a parlé de tout, je propose à la famille de mettre toutes mes notes sur papier. Donc, je reprends toutes ces notes et en fonction toujours du temps qui nous est imparti pour la présentation, par rapport à la date de la cérémonie, je renvoie dans les meilleurs délais ce que j'appelle un cérémonial martyr, c'est-à-dire qu'un cérémonial que les personnes peuvent encore modifier, supprimer, ajouter, etc. Et ces personnes, je l'envoie toujours. Je prends la précaution de prendre un maximum d'adresses mail que pour envoyer à toutes les personnes qui ont participé à cet entretien. J'envoie ce cérémonial. Très souvent, je fixe un second rendez-vous pour finaliser les textes qu'ils auront reçus, que la famille aura reçus, et les choix musicaux que j'aurai enregistrés auparavant. Et si ce second rendez-vous s'avère ou ne s'avère pas possible, plus exactement, je travaille par échange de mails. Organiser de Virton une cérémonie à Saint-Hubert, il vaut mieux travailler par mail pour éviter les déplacements. Et je dirais qu'avant la cérémonie, je souhaite toujours recevoir l'approbation de la famille sur le cérémonial et sur les musiques. Voilà comment je pratique concernant la préparation de la cérémonie. Oui, donc on entend bien que c'est vraiment une cérémonie unique et vraiment adaptée à chaque famille et selon leurs souhaits, etc. Et donc vous co-construisez finalement cette cérémonie avec eux. Le jour de cette cérémonie, pouvez-vous m'expliquer comment ça se passe tant sur la forme que sur le contenu ce jour-là? Oui. Le jour de la cérémonie, je suis un éternel inquiet. Donc, j'arrive à l'endroit où se déroulera la cérémonie, cimetière, salle polyculte ou autre, plus ou moins 60 minutes, 1 heure avant le début de la cérémonie. J'installe mon matériel, si le matériel appartient à la salle polyculte ou si j'ai dû me servir ou si je dois me servir du matériel du Centre d'action laïque. J'installe ce matériel et je souhaite, et je dirais même je veux, toujours être prêt avant l'arrivée des premières personnes. Je considère que c'est par respect vis-à-vis de ces personnes. Des personnes arrivent parfois 25, 30 minutes avant le début de la cérémonie que pour avoir une place. Et je mets un point d'honneur à être prêt bien avant le début de la cérémonie fixée ou l'heure fixée. Je mets des musiques d'ambiance à partir du moment où les premières personnes arrivent. Et ensuite, je croise les doigts pour que tout se déroule normalement. Voilà comment, et c'est le stress qui s'empare de moi pour toute la cérémonie.
Merci beaucoup. J'avais dit que je poserais les questions en fin d'émission, mais il y a une question qui vous est particulièrement adressée. Pourriez-vous préciser la différence entre une cérémonie laïque et une cérémonie non confessionnelle? C'est la cérémonie laïque, nous faisons référence au fondement de la laïcité et nous expliquons exactement ce qu'est une cérémonie laïque. Très honnêtement, la réponse est souvent, on est dans une province de Luxembourg où Michette l'a expliqué, les difficultés de représenter la laïcité et nos valeurs, c'est parfois très difficile. Mais ce qu'il y a, c'est que très souvent, on me répond « Ah oui, mais non, il aimerait mieux ou elle aimerait mieux, on parle du défunt, une cérémonie non confessionnelle. » Donc, je dirais que sur 10 cérémonies, nous avons malheureusement 9 cérémonies non confessionnelles. Pas malheureusement, nous avons 9 cérémonies non confessionnelles et une cérémonie laïque proprement dite. Et les textes que nous présentons pour à la lecture ou que nous proposons à la lecture de la famille, nous avons deux formes de textes, les textes plus laïques et les textes ce que l'on appelle non confessionnels. Merci pour cette petite précision. Voilà. Je vais me tourner maintenant vers Isabelle. Donc Jean-Claude vient de nous parler du parcours classique, je dirais, suivi par une famille en deuil pour la mise en place d'une cérémonie non confessionnelle et laïque. Mais ces derniers mois, avec les événements que tout le monde connaît, j'imagine que la mise en place des cérémonies a été un peu perturbée. Comment est-ce que vous vous êtes adaptés? Comment est-ce que vous avez fait? Parce que voilà, nous ne pouvons pas nous rassembler à plus de 15, si je ne me trompe, à l'intérieur. Voilà, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez pallié à cela? Oui, donc par rapport, donc pendant la pandémie, voilà, les funérailles en tout cas n'ont pas arrêté. Des personnes sont décédées du Covid ou non, et donc les pompes funèbres et les familles ont fait toujours appel à nous. Donc on a toujours répondu avec toutes ces règles en vigueur. Donc on a vraiment bien respecté avec les pompes funèbres aussi. Donc comme tu disais, Héloïse, c'est 15 personnes à l'intérieur. À l'extérieur, voilà, on était à 50 personnes avec les règles et avec un accord en tout cas de la famille et des pompes funèbres. Donc soit ça se faisait dans la salle en fonction du nombre que les pompes funèbres nous disaient, soit ça faisait à l'extérieur à côté de la salle, par exemple sur le parking des pompes funèbres ou dans les cimetières, où voilà, toutes les règles ont été vraiment bien respectées, où les masques ont été émis. Et donc, je crois que les familles, en tout cas dans cette période très particulière, avaient besoin de rendre hommage à leurs défunts encore plus dans cette situation-ci, et qu'on a été vraiment très attentifs au niveau des volontaires et des délégués de prendre part à, voilà, à toutes ces difficultés, cette incompréhension aussi, d'avoir 15 personnes. Pour une famille, c'est très compliqué parce que c'est vrai que le nombre de personnes est souvent au-delà. Donc, en plus, ils n'étaient pas entourés de leur famille, de leurs amis, etc. Donc, c'était très compliqué. Puis, déjà avant, par le fait de voir son défunt ou pas, etc. Donc, les circonstances étaient vraiment particulières. Donc, en tout cas, voilà, les familles ont fait appel à nous et nous ont fait confiance. Donc, ça, c'est vraiment un grand point. Et les pompes funèbres ont toujours fait appel aussi. Donc, on en a mis même, on a constaté un petit peu plus que d'habitude. On a pu aussi faire des cérémonies un peu plus tard d'hommage, que ce soit dans les maisons de repos. Donc, je sais qu'il y en a eu qui ont été faits, ou des cérémonies de mémoire par rapport à différentes personnes dans les maisons de repos, où on a fait des cérémonies aussi que les personnes ne voulaient pas directement quand le défunt est décédé, mais qu'on a fait quelques mois après pour qu'il y ait plus de personnes, par exemple, en fonction des directives. Donc, on peut dire en tout cas que dans ce cadre-là, les familles ont été toujours bien entourées, donc on n'a pas changé notre façon de travailler, comme Jean-Claude l'a dit. Et encore plus, je trouve qu'on a été très attentif à leurs demandes, leurs souhaits, et de les soutenir encore plus dans cette situation-là.
Voilà, donc les pompes funèbres ont vraiment fait appel à nous. Donc, je voudrais quand même en remercier, en tout cas les familles et les pompes funèbres, de nous avoir toujours fait confiance pendant cette période. On peut remarquer aussi que voilà, on essaye aussi au niveau du deuil des familles, voilà, avec le manque de personnes, les difficultés de supporter, de frustration et tout ça, le deuil est un peu plus compliqué pour les familles dans ces circonstances-là. Donc, en tout cas, le service est très important et a été très important pour les familles parce que c'est vrai que les retours qu'on a eus ont été très positifs. Et c'est vrai que je voulais quand même remercier les volontaires et les délégués d'avoir continué quand même à réaliser ce travail qui était quand même un peu particulier parce qu'avec ces règles sanitaires, ils ont quand même pris des risques aussi pour pouvoir rencontrer les familles dans des circonstances très correctes, mais en tout cas encore plus importantes pour les familles. Et donc, je trouve que pour le Centre d'Action Laïque, on peut en tout cas se féliciter de pouvoir continuer à donner ce service, que ce soit dans n'importe quel lieu que la famille souhaitait. Merci beaucoup. Voilà, j'ai reçu plusieurs questions, donc voilà, je vais vous les poser. Je vais commencer avec vous, Micheline. J'ai reçu deux questions à propos des salles, voilà, mises à disposition par les communes. La première question, voilà, on me demande, pour les communes où une salle n'est pas prévue, est-ce un manque de réponse de la part de la commune ou un refus catégorique? C'est la plupart du temps un refus de la commune parce que le CAL est intervenu à plusieurs reprises auprès des bourgmestres ou échevins des cultes, là où on n'avait pas de réponse. Donc, il y a malheureusement quelques communes qui refusent de mettre une salle à disposition. Elles Ok, sont rares, mais ça existe. d'accord. Et on nous demande aussi de savoir comment savoir si ma commune met une salle gratuite à disposition. Mais les personnes qui font appel local et qui demandent au CAL si une salle est à disposition, et c'est alors la déléguée CAL qui intervient auprès de la commune pour être certaine que les conditions prévues entre la commune et le CAL seront bien appliquées. Donc, ce ne sont pas la famille ni les pompes funèbres qui interviennent, c'est le CAL. Merci. Voilà, j'ai reçu aussi une autre question et un commentaire. On me dit que les cérémonies peuvent parfois se dérouler dans les maisons de la laïcité. Est-ce envisageable en province du Luxembourg? Ça pourrait être envisageable, mais en général, les maisons de la laïcité ne disposent pas de salles suffisamment grandes que pour permettre cette cérémonie. Mais dans d'autres provinces, ça se fait quelquefois. Mais le tout est de savoir si on a une salle suffisamment grande à disposition. Merci. Voilà, je vais me tourner peut-être maintenant vers Jean-Claude. On me demande quel est le prix de ce service, quel est le prix d'une cérémonie? Le micro est coupé. Je disais, bonne question qui est régulièrement posée à l'issue de toutes les cérémonies. Ce que j'ai oublié de dire il y a un instant, c'est que, à l'issue de la cérémonie, je reçois très souvent, pour ne pas dire toujours et sans prétention aucune, les remerciements de la famille et je souhaite bon courage pour la suite aux membres de la famille qui s'adressent à moi. Et la question qui est très très souvent posée, c'est de savoir maintenant combien je vous dois. Effectivement,
Et je précise tout de suite que je suis un volontaire du Centre d'action laïque et que toutes les cérémonies que nous faisons, qu'elles soient organisées par les volontaires ou par les membres rémunérés du Centre d'action laïque, sont gratuites. Et j'ajoute tout simplement qu'au bas du cérémonial qui a été transmis aux membres de la famille, il y a toujours les coordonnées du Centre d'action laïque et ces coordonnées précisent qu'il y a un numéro de compte banque sur lequel on peut faire un don, mais nous travaillons, ou travailler entre guillemets, bénévolement pour le Centre d'action laïque. Et les cérémonies sont entièrement gratuites. Merci beaucoup. Une petite dernière question peut-être à Isabelle. Comment ça se passe après les cérémonies? Y a-t-il quelque chose de prévu pour les familles? Est-ce qu'elles peuvent rester en contact? Est-ce que quelque chose est mis en place? Oui, donc après en fait la cérémonie que les volontaires et les délégués font, j'envoie quand même un petit email à la famille pour avoir un petit retour, pour voir si ça s'est bien passé, pour pouvoir améliorer en fait notre service, de voir voilà si le matériel est défectueux ou si d'autres choses n'ont pas fonctionné liées à notre service ou liées peut-être aux pompes funèbres ou à l'endroit dans lequel la cérémonie a été faite. Et il y a possibilité, en tout cas, d'avoir une assistance morale aussi après par rapport à la famille. Donc, c'est vrai qu'on nous a déjà demandé aussi par rapport à des groupes de parents pour les personnes, pour les enfants suicidés, etc. Donc, on peut renvoyer des informations pour soutien par rapport à des groupes au niveau suicide ou deuil d'un enfant, etc. Et on peut faire de l'assistance morale aussi par rapport à la personne qui le souhaiterait. Après, il y a d'autres services aussi qui travaillent sur le deuil. Et donc, voilà, on peut référencer différents services. Mais en tout cas, voilà, on est dans le cadre de l'assistance morale et on peut, en tout cas, nous le demander. C'est vrai que c'est très rare qu'on nous demande de faire de l'assistance morale. Il y a eu quelques fois parce que c'est vrai qu'on a quand même lié à un mauvais moment dans leur vie de la famille, etc. Et donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de pouvoir voilà, continuer peut-être. Même, voilà, il y a quand même quelques personnes qu'on suit et qui, voilà, qu'on écoute et qu'on est dans l'assistance morale en tout cas. Et voilà, je viens de recevoir une question là maintenant. Y a-t-il un accompagnement dans le deuil? Voilà, vous venez d'y répondre d'une certaine manière, etc. Mais est-ce qu'il peut y avoir un accompagnement par lequel? L'assistance morale peut intervenir dans le deuil. Après, ça dépend un petit peu quel type de deuil c'est, parce que si c'est par rapport à un suicide ou un enfant, c'est vrai que voilà, on a quand même eu des formations par rapport au deuil, donc on peut suivre les personnes. Mais c'est vrai que voilà, si c'est un peu plus pointu, on orientera, en tout cas, on accompagnera la famille vers un service beaucoup plus compétent. Mais en tout cas, l'assistance morale est ouverte à tout le monde et que ce soit directement de la famille ou indirectement ou voilà, ou d'un enfant, etc. Ça, voilà, on peut en tout cas écouter. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission. On espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions et que vous avez un peu plus sur ce service que le Centre d'action laïque propose. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter, à aller voir notre site internet. Voilà, on pourra répondre à toutes vos questions. Et si évidemment vous souhaitez qu'on accompagne votre famille pour une cérémonie, n'hésitez pas également à nous contacter. Merci à tous. Oui. Et si vous souhaitez, je permets, si vous souhaitez être volontaire pour sa cérémonie de funérailles, voilà, il y a un encadrement qui est fait par le Centre d'action laïque et un accompagnement pour, en tout cas, faire comme Jean-Claude fait ou Jean-Paul, en tout cas, comme volontaire chez nous, de pouvoir faire les cérémonies et voilà, d'aider les familles dans ce moment difficile. Merci beaucoup. Donc, merci Isabelle, merci Micheline, merci Jean-Claude d'avoir été présents ce soir. Voilà, et merci à vous, cher public, de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour un prochain éthique en question et je vous souhaite une excellente soirée à tous.